Bonjour à tous, vous le remarquez, je ne suis pas sur la ferme, je suis ici invité par la société RAGT Semences, une filiale du groupe RAGT. Ici, l'entreprise fait de la recherche, de l'expérimentation, de la sélection du végétal, particulièrement du blé, mais aussi le colza et puis d'autres espèces. Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est la culture du blé, comment il la sélectionne, comment il la travaille et comment il crée les variétés de demain. J'ai Sébastien et Christophe qui sont là pour m'accueillir ce matin. Merci messieurs de m'accueillir. Bonjour David. Donc Sébastien et Christophe, merci à vous. Donc nous sommes ici dans le département de l'Eure-et-Loir. On a un super temps pour faire cette visite. Je vais avant tout découvrir leur métier, ça m'intéresse beaucoup. Ça fait des mois, des années que je souhaite faire ça. Au fur et à mesure de mes rencontres, des salons, des conférences et des tables rondes que j'ai pu faire durant ces dernières années, j'avais montré mon intérêt pour découvrir ces métiers. Je vous raconte le métier d'agriculteur. Qui de mieux qu'un agriculteur pour expliquer ce métier, et qui de mieux aujourd'hui que des sélectionneurs, que des professionnels pour nous expliquer comment se passe la sélection. Aujourd'hui, on va parler du blé spécialement. Donc avant de démarrer cette visite, je vais demander à Sébastien et Christophe de se présenter en 2 mots. Voilà, qu'est-ce que vous faites chez RAGT Semences? Bonjour David, bienvenue déjà chez RAGT, bienvenue dans un monde de passionnés, un monde de la sélection. Et comme les agriculteurs, vous êtes tous des passionnés. Nous, dans notre métier, on est aussi des grands passionnés. Donc, je suis Sébastien Châtre. Moi, je m'occupe de la recherche pour RAGT sur le domaine de la semence, donc la création variétale. Donc, je suis directeur de la société de recherche. Bonjour David. Donc, moi, je suis sélectionneur blé tendre. Mon rôle, c'est de mettre au point des variétés pour l'agriculteur, pour les transformateurs, pour les coopératives, en fonction de leurs besoins. Super. La sélection, c'est des pas de temps de 7 à 10 ans pour créer une variété. Et donc c'est clair qu'on va sans doute pas tout pouvoir te montrer aujourd'hui, mais tout est ouvert. Et en tout cas aujourd'hui c'est un site essentiel pour la sélection blé pour nous. Et on va pouvoir te montrer aussi bien nos salles de travail pour préparer, pour compter les graines, que évidemment les champs, les plantes et la masse critique, le nombre de plantes dans lesquelles on vient trier pour créer une variété de demain. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc là, on est le 1er juin, on est tout début juin. Et je suis très intéressé de voir ce que vous faites en ce moment. Quel est votre travail? Donc, on y va. Avant de lancer la visite, je voudrais vous énoncer quelques-uns des objectifs de la sélection végétale, ici pour le blé tendre. C'est en premier lieu, et depuis les débuts de la domestication des blés, il y a des milliers d'années, c'est la productivité. Choisir les individus qui seront les plus intéressants et les ressemer. Choisir à nouveau parmi leurs descendants les plus intéressants et les ressemer. L'amélioration de la productivité passe par la limitation des facteurs limitant celle-ci. Choisir les individus non malades, résistants à certains virus. La productivité passe aussi par l'amélioration de la physiologie des plantes. Meilleure photosynthèse, meilleure croissance, meilleure concordance des stades de développement de la plante par rapport à son milieu local dans lequel elle est cultivée. La sélection, c'est la recherche des blés de qualité, peu porteurs en mycotoxines sur les grains. Chaque variété ne se comporte pas pareil. Des variétés et des grains homogènes dans les années pour une stabilité de l'offre de matières premières pour les différentes industries boulangères, biscuitières. Chaque industrie a ses propres préférences de variétés, avec plus ou moins de protéines par exemple. Le travail de la sélection, c'est aussi répondre aux attentes de la société. Avoir plus de blés issus de l'agriculture biologique, ce sont des blés qui, pour être productifs, devront pouvoir concurrencer les plantes indésirables, non désherbables chimiquement. Pour ça, le sélectionneur devra choisir les plantes à plus fort pouvoir couvrant, pour tenter d'étouffer ces plantes indésirables. Donc là, Christophe nous emmène dans les salles de travail. On va commencer un petit peu à l'intérieur, on ira au champ tout à l'heure. Qu'est-ce que tu y fais ici, Christophe? Donc là, on est dans une salle de travail qui est utilisée lors de la préparation des semis. Donc là, on est en face de petites batteuses sur lesquelles on utilise pour battre des plantes que l'on a récoltées au champ. Et le produit de ces plantes, donc le grain, sera ressemé l'année suivante pour pouvoir sélectionner à nouveau ces variétés. Il faut savoir que les semences qui sont issues des semenciers, comme RAGT, elles sont stables dans la durée. C'est-à-dire, je vais pouvoir, une graine, si on la sème plusieurs générations, plusieurs années, ses caractéristiques, c'est de l'épi, sa hauteur, l'individu va rester plutôt même identique dans le temps. Oui. Tu me certifies que les semences qui sortent
de chez vous, eh bien, elles sont stables dans les générations. Elles ne vont pas diminuer en productivité, elles vont même en résistance aux maladies. Donc il y a des personnes qui travaillent ici dans la chambre froide et bah, j'imagine vous stockez des graines ici. C'est là où on stocke nos variétés, notamment les variétés qu'on appelle patrimoine, c'est-à-dire des variétés que l'on veut conserver et qui ne sont plus commercialisées sur le marché, mais que l'on veut conserver parce que c'est notre patrimoine génétique. Voilà. Donc tu utilises cette base, là encore vivante, mais stockée au froid pour qu'elle se conserve. Et l'idée, c'est que cette base génétique, tu l'utilises pour la création des futurs, quoi. C'est ça. On conserve notre base génétique et on conserve également des variétés qui sont actuellement au champ par sécurité. On a un stock de sécurité. La diversité génétique, c'est essentiel dans notre métier. Et la diversité génétique, c'est de maintenir la diversité existante. Et une variété qui a 50 ans, elle peut aujourd'hui nous resservir parce qu'elle peut avoir des caractères de tolérance ou de résistance d'une maladie qui n'existait pas il y a 50 ans, mais qui existe aujourd'hui, sur lequel on va aller piocher cette résistance dans cette variété. Et donc maintenir la diversité génétique et maintenir le patrimoine, il est essentiel. C'est vraiment un socle de base du sélectionneur. Et du coup, dans ces variétés, va y avoir donc toutes celles que vous avez développées, améliorées. Est-ce qu'il va y avoir aussi une génétique qui vient des confrères, de la recherche par les confrères, ou de la génétique de variétés anciennes, voilà, comment vous travaillez cette base génétique? Comment vous collaborez entre confrères? Est-ce que ça vous aide de collaborer? Écoute, merci David de ta question, parce que c'est là aussi un point essentiel dans la sélection. Oui, il y a des variétés concurrentes dans cette chambre froide. Il y a des variétés de programmes publics aussi, du CIMIC par exemple, qui sont dans cette chambre froide. Et c'est du matériel génétique qui vient nous servir à enrichir notre germplasme, donc nos variétés, pour créer des nouvelles variétés. Et tout ça, ça part d'un concept qui s'appelle l'exemption du sélectionneur. Et l'exemption du sélectionneur, ça existe en Europe, c'est le droit à utiliser des variétés concurrentes à partir du moment où elles sont commercialisées. Donc à partir du moment où RAGT a une autorisation de mise en marché pour une variété, n'importe qui peut acheter la variété et réutiliser sans aucun problème les gènes de résistance, la variété, les caractères de la variété pour l'améliorer. Et donc effectivement, que ce soit du matériel public ou concurrent, etc., on utilise pour venir enrichir et apporter des solutions. Vous gardez quel degré un petit peu là? En fait, ce qui est important, c'est la température, mais aussi l'hydrométrie. Ah oui, l'hygrométrie. Il faut qu'elle soit basse. Hein, et en température, on doit être autour de 6 degrés, quelque chose comme ça. Mais il faut bien la combinatoire hygrométrie, température. Et là, on arrive alors, suivant les espèces, on arrive à garder les variétés plusieurs années, sans problème. Mais après, il y a des espèces comme le soja, par exemple, qui va se garder 2-3 ans. Par contre, en blé, on va être sur une dizaine d'années sans problème. Et comment tu fais pour ce soja, par exemple, si tu veux la garder 30 ans? C'est très simple, David. On retourne au champ, on sème en rang, on récolte ce rang et on le remet pour 3 ans dans la chambre froide. Donc il y a tout un travail aussi de maintien de la diversité génétique. On ne veut absolument pas perdre ça. Donc il faut repasser au champ de temps en temps pour venir reproduire, remultiplier des lignées, du matériel qui perdrait en faculté germinative. Au niveau logistique et puis suivi, j'imagine que l'informatique apporte beaucoup pour vous aider. Quoi. Et encore une fois, c'est évidemment essentiel de ne pas oublier de ressemer et de ne pas perdre ces lignes-là. On ne sait pas quel potentiel elles peuvent avoir dans 20 ans, mais potentiellement, dans cette chambre froide, il y a du matériel génétique qui ressortira dans 20 ans. Ok. On enferme. Ça me fait penser, on peut mettre des pommes de terre, des pommes dans ce genre de conteneur, non? Qu'est-ce que vous y mettez? Dans ces containers, on stocke tous les sacs de récolte. Vous les conditionnez en sac? Pas en vrac, en vrac dans le sac, mais des petits sacs. Chaque variété est récoltée dans un sac différent. Je veux qu'on aille voir là-bas. Dans les caissons. D'accord.
Et donc là, oui, il y a du c'est prêt à être rempli, quoi. Voilà. Parce que la moisson, ouais, c'est dans. Là, on est dans des latitudes un peu supérieures à la maison. C'est à peu près quand la récolte du blé tendre? Quand est-ce que les essais, vous allez les récolter? Nous, ici, on peut commencer autour du 14 juillet. Ah ouais. En règle générale, c'est plutôt entre le 20 et le 25 juillet. Ah dis donc, il y a bien 15 jours de décalage par rapport... Bon, au 15 juillet, c'est fini. Toutes les cultures. Ok. Donc en prévision de la future récolte des essais, il faut obligatoirement préparer tous ces petits sachets, ces petits contenants. Il faut les identifier, code barre, etc. Donc on ne s'imagine pas toutes les petites mains qui sont en action, voilà, pour préparer nos semences. Bon courage. Merci. Ça, c'est des séchoirs. Ah ouais? Ah oui, il y a des souffleries en dessous. Il y a des souffleries, voilà. C'est dans le cas où ce que tu récoltes est pour cette systématiquement. Enfin, ouais. Quand les récoltes un peu trop humide, On peut sécher, voilà. Et peut-être on le fait plus sur colza que sur céréales, tu fais aussi. Bon. Comme tu veux, on te suit. par là-bas. Allez, on va quitter, on est en plein air. Donc là, on les voit pas, on les distingue pas vraiment, mais il y a des micro-parcelles. Hein. Là, on voit de loin, c'est un blé, mais c'est découpé, quoi. Ok. Vous voyez, ça demande une organisation à chaque étape impressionnante. Voilà, toutes les parcelles sont numérotées. On est dans ton élément, là. Ah dis donc, ouais, mais il y en a une quantité. Wow. Il y en a 200 mètres. Là, on est donc dans ce qu'on appelle la génération F2. C'est-à-dire que tous les ans, on croise des variétés entre elles, et chaque croisement a un objectif bien précis. On cherche à regrouper les caractéristiques positives de chacune des deux variétés que l'on croise ensemble. Donc ça peut être des complémentarités en termes de résistance aux maladies, bien sûr le potentiel de rendement, les critères qualitatifs comme la panification, ou les critères de qualité de grain comme le PS ou la teneur en protéines. Donc on essaye de regrouper, en faisant ces croisements-là, l'objectif c'est d'aller rechercher dans les descendants les plantes qui peuvent cumuler le maximum de ces caractéristiques positives. Donc il y a à peu près 500 croisements qui sont dans ce champ. Et chaque croisement est représenté par un certain nombre de plantes F2, qui sont le produit de l'autofécondation d'une plante F1. Et donc l'objectif maintenant, c'est d'aller sélectionner à l'intérieur de chaque population les meilleures plantes. Donc ça, c'est un travail qu'on va commencer à partir du 15 juin. Et donc on va se baser sur les résistances aux maladies, essentiellement à ce stade-là, sur la hauteur. On va essayer de prendre des plantes pas trop hautes, qui correspondent à ce que les agriculteurs veulent également. Sur la précocité, en fonction de notre objectif, est-ce qu'on veut des plantes plus ou moins précoces? Voilà, c'est à peu près les principaux critères de sélection. Donc ce qu'il faut bien imaginer, c'est que chaque croisement peut être représenté par entre 2000 et 6000 plantes, multipliées par 500 croisements. Donc ça fait quelques millions de plantes qui sont dans ce champ-là et qu'il faut aller sélectionner. Et qui sont toutes différentes également. Chaque plante est différente. Tu es là, David, dans un champ au tout début de la sélection. Et c'est ce que nous montre Christophe là, c'est essentiel parce que c'est ce qu'on appelle la famille qui est en ségrégation. Et c'est là où on exploite le maximum les descendances du croisement des deux parents. Donc tous les enfants qui peuvent donner génétiquement avec ce croisement-là. Et donc toutes les plantes sont différentes. On voit bien la diversité, on voit bien que c'est pas stable. Hein. On voit des plantes de tailles différentes, etc. Et s'il y avait des maladies, peut-être Christophe nous en montrera, on verra aussi des sensibilités, des résistances. Et là, on est à 7, 8, 9 ans avant que toi, tu puisses l'utiliser. Hein. On est encore très très loin de la variété commerciale. On est au tout début de la sélection là.
ici, on peut estimer environ à 2 millions de plantes qui ont été semées au champ. Et donc c'est Il va autant... falloir sélectionner parmi ces 2 millions de plantes les plantes qu'on juge les plus intéressantes. Ah mais c'est titanesque en fait, le champ du possible et puis le champ du coup de... Enfin, le champ, oui. Le champ de choix quoi, ouais. Ça m'impressionne là. C'est fou. Tous ces investissements de main d'œuvre, de moyens, de surface, de travail, faut pas se tromper, faut viser juste. Cette recherche d'amélioration des variétés, de leur comportement envers les maladies, leur capacité à être bien panifiables, à avoir des taux de protéines intéressantes, passe par le champ, passe par ici, passe par les années et aussi passe par toutes ces petites mains qui prennent le temps d'analyser tous les individus. Et on va trouver l'individu qui va se démarquer de tous là aujourd'hui. Ah, c'est intéressant, ils sont violets ici. Okay. Et là, il y a à la caméra, je ne sais pas si c'est évident à voir, mais il y a une ribambelle de couleurs, de textures, d'épis, de barbus, de pas barbus. Et là, tout ça, ils vont les analyser. Il faut, Christophe et Sébastien me le disaient tout à l'heure, une masse critique, hein, c'est ça? C'est-à-dire un nombre d'individus minimum nécessaire si on veut explorer toutes les voies possibles de la génétique, des descendants, des croisements, de l'expression des caractères. La sélection, c'est un jeu de nombres. C'est ce que je te disais, hein, si tu choisis parmi 3 plantes, les chances que tu as de trouver une bonne variété parmi 3, elle est beaucoup plus faible que parmi 2 millions. Mais par contre, pour arriver à vraiment amener des améliorations, de la stabilité du rendement, des tolérances maladies, des plantes mieux adaptées au changement climatique, on est obligé de brasser très très large et d'aller chercher un grand nombre d'individus pour trier très fort. Et tout ça, ça va donner que très très peu de variétés à l'arrivée. Ah hein. oui. On ne l'a pas dit, hein, mais ça va être moins de 10 variétés sur ces 2 millions de plantes là. Hein. Dans les 10 ans à venir. Voilà, c'est ça. Oui, RAGT est capable de créer, d'apporter sur le marché aux agriculteurs une variété ou 2 emblétantes par an. Un petit peu plus sur le marché français, ça va être de l'ordre de 5 variétés par an, je dirais, en moyenne. Après, il y a différentes maturités, donc pas sur tous les segments, mais ça va être de cet ordre-là. Et après, effectivement, une bonne variété, elle va quand même avoir un cycle de vie, elle va vivre quand même quelques années. On espère que Césario que tu utilises va continuer à avoir une belle carrière, mais dès qu'on va trouver une variété qui amène une performance supérieure ou une tolérance supérieure, on la proposera évidemment pour remplacer une variété plus ancienne. La variété plus ancienne n'est pas perdue, elle est restockée, hein, j'ai vu. Et voilà, c'est ça. C'est génial. Donc, pour vous expliquer aussi, parmi le panel des variétés disponibles sur le marché, pourquoi moi je me suis porté sur quelques-unes sur la ferme, dont Césario qui sort des champs derrière moi, c'est parce qu'elles vont avoir la caractéristique spéciale d'être résistantes envers un virus qui est présent dans mes terres, la mosaïque. Donc parmi mes choix envers certaines variétés, c'est ce qui va vraiment les diriger mes choix. Et c'est essentiel pour moi d'avoir la certitude, lorsque j'achète mes différentes variétés, d'avoir dans les graines que j'achète cette caractéristique. Si elle est plus ou moins présente, si on ne me donne pas cette garantie-là, ben forcément je vais m'en détourner, car lorsque je vais la semer, eh bien, elle aura le virus. Là, j'ai la garantie que le travail en amont, toutes ces années, m'offre cette sécurité-là. Donc là, on s'est arrêté sur cette micro-parcelle. Christophe va avoir croisé 2 variétés, une, et puis on va les retrouver aujourd'hui dans leurs descendants, une barbue et une non barbue. Aujourd'hui, on va avoir des expressions de maladies, particulièrement là on a de la rouille, hein, la rouille jaune. Ce travail va ensuite permettre d'identifier les individus qui ne sont pas touchés par cette maladie. Peut-être que ce travail ne va pas fructifier, mais il va explorer cette voie d'association de variétés. Et pour féconder, pour croiser de variétés de blé, ça se fait non pas en plein champ, car le blé s'auto-féconde. La fleur à l'intérieur s'auto-féconde avec le pollen. Ça va se faire en intérieur, sous atmosphère quand même contrôlée, où il n'y a pas trop de vent, et ils vont féconder avec des petites pinces à épiler, hein, j'imagine, et croiser les individus
entre eux comme ça. Et ils vont faire ça avec des variétés actuelles, des variétés anciennes, pour à chaque fois améliorer leur comportement. Je voudrais reformuler un petit peu ce que je viens de dire. Vous l'avez compris, le blé se féconde tout seul, il s'auto-féconde. La fleur du blé, car oui, le blé a une fleur, mais elle est bien cachée à l'intérieur, s'auto-féconde toute seule. Il y a les organes mâles et femelles au même endroit. Du coup, le blé a une tendance, majoritairement, à ne pas se croiser entre individus. Mais il y a quand même un pourcentage de plantes qui peuvent se croiser entre elles. Il y a admis que c'est à peu près 5% des fécondations qui sont comme ça de manière croisée entre individus, le plus souvent proches. C'est donc l'autofécondation qui domine chez cette plante, mais pour améliorer ce taux de croisement et provoquer des croisements entre variétés, la fécondation est réalisée manuellement par le sélectionneur. Donc Christophe et Sébastien m'ont bien souligné que ce travail du passé, ces expérimentations, toutes ces données accumulées, va être utile dans les prédictions, les prévisions de comment vont se comporter certains croisements. Et du coup, ce modèle va vous porter sur plus des associations à travailler, des croisements à faire, ou moins à faire, ou à se donner pour plus tard, mais des priorités dans les croisements et le travail à faire. Et ça, c'est surtout utile. Alors ça, c'est ce que tu décris là, c'est la sélection génomique, c'est la sélection prédictive. Et effectivement, on vient associer la connaissance qu'on a sur le génome de la plante et son comportement au champ, son comportement, ce qu'on appelle phénotypique. Et avec ça, on construit des modèles mathématiques qui nous permettent de prédire les meilleurs croisements et surtout la réponse des descendants de ces croisements-là pour faire des choix et amener les variétés de demain. Et c'est un outil que le sélectionneur aujourd'hui utilise, que Christophe utilise, que ses collègues utilisent beaucoup pour essayer d'amener sur le champ les meilleurs individus prédits. Mais évidemment, à chaque fois, je te le dis à chaque fois, on revient au champ, on vient mesurer la performance des variétés, regarder la tolérance maladie, etc. Et ces données sont enregistrées et viennent nourrir à nouveau le modèle mathématique pour l'enrichir et pour l'améliorer. Voilà. Ok, merci Sébastien. Et puis je ne l'ai pas souligné, mais parmi les caractéristiques recherchées, évidemment le comportement vers les maladies, il y a plein de critères, hein, et puis plein de caractéristiques chez les blés. Il y a avant tout, et puis il y a surtout le côté productif, productivité de ce qu'est capable de faire une variété sur un hectare, sur 1 mètre carré. Donc on va s'appuyer sur ces variétés anciennement intéressantes au niveau productivité et on va favoriser celle-ci évidemment. Au-delà de la productivité, la stabilité est aussi un critère de sélection très important parce que sinon on va vous livrer des chevaux de course qui 1 an sur 10 feront le revenu attendu pour vous. Et donc il faut qu'on ait plutôt que des chevaux de course, il faut plutôt qu'on ait des comment on va appeler ça, des endurants, mais voilà, des endurants sur lesquels on va garantir un niveau de rendement, un niveau de revenu suffisamment pour vous, mais y compris pour l'industriel, parce que si l'industriel il n'a pas de farine à la fin de l'année ou toute l'année pour faire son pain et autres, évidemment on va poser des problèmes ou on va créer des importations qui sont potentiellement pas nécessaires sur cette espèce. Et du coup, par rapport au climat, ça me fait venir la question, pourquoi la station de recherche blé tendre, pourquoi les variétés sont travaillées ici en Eure-et-Loire, sous ces latitudes en France? Parce que dans le sud, le climat n'est pas le même, dans le nord aussi. Est-ce qu'ici, on a un équilibre climatique qui représente un petit peu le marché derrière, là où seront produits les blés en France? Il y a une raison à cette situation? C'est une très bonne question, David, et je vais essayer de t'y répondre assez simplement. On a 7 stations de sélection chez RAGT qui travaillent le blé tendre et qui testent le blé tendre. Mais ces 7 stations, elles sont réparties, donc il y en a 3 en France, une dans le nord, une ici, une dans le sud. Et ces 3 stations-là, on a même une dans l'Aveyron un petit peu, ces 3 stations-là, elles ont un réseau d'expérimentation qui est beaucoup plus large que l'Eure-et-Loire. Donc Christophe teste ses variétés ici, mais il les teste aussi dans des environnements beaucoup plus divers. Il en teste chez toi, sans doute, on doit avoir des lieux pas très loin de chez toi non plus. Et donc du coup, ce qui fait après l'intérêt dans l'analyse du comportement de la variété, c'est comment elle a répondu, comment elle a réagi aux différents climats dans les différents réseaux. Et donc on va tester des micro-parcelles que parfois vous voyez au bord des routes. Ces micro-parcelles, c'est un lieu d'essai, une année. Alors,
parfois répétées, et elles sont démultipliées sur plein de lieux en France. Donc on peut tester une variété dans 20 lieux différents qui va représenter la sole française sur la précocité qu'on sélectionne. Donc là, c'est pour un peu illustrer la diversité génétique que l'on peut utiliser dans notre programme de sélection. L'objectif, c'est d'aller chercher, d'identifier des lignées ou des variétés qui ne possèdent pas forcément les gènes que l'on travaille actuellement. Donc on teste chaque année quelques dizaines de ressources génétiques afin d'identifier potentiellement des variétés un peu plus anciennes ou qui proviennent de régions différentes du monde. Et c'est après, une fois qu'on a identifié ces sources de résistance, on essaye de les réintroduire dans notre programme de sélection par croisement. Donc là, tu t'es procuré, tu as acheté ces variétés récemment? C'est disponible gratuitement. Ah oui, du matériel génétique dispo. Voilà. Donc, bien sûr, on est assez éloigné de blé conventionnel. On voit que là, il y a des blés très hauts. Oui, très hauts, qui sont... Avec des épis complètement assez différents des nôtres, qui sont assez lâches, assez fins. Donc en termes de productivité, bien sûr, on n'en sera pas au niveau de nos blés français. Mais l'objectif là, c'est d'aller chercher les gènes de résistance et de les réintroduire dans des blés productifs. Voilà. Par des méthodes conventionnelles, bien sûr. Ouais. On n'a pas réellement à acheter la diversité génétique. La diversité génétique, elle appartient à tous. Et donc ta question tout à l'heure, effectivement, là ça vient plutôt de banques de gènes, de programmes publics qui mettent à disposition le matériel. Effectivement, tout à l'heure on disait une variété commerciale, tu y as accès aussi très facilement. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour y avoir accès, il faut acheter une dose, mais c'est le seul coût, je dirais, que ça a. On n'achète pas le germplasme, mais la diversité génétique, elle est gratuite et à tous. C'est vrai qu'on va avoir des blés de toutes les hauteurs. On va avoir des blés parfois un petit peu hauts comme ici, où ils vont avoir une tendance à se coucher. Donc c'est pas tellement cette caractéristique que Christophe et ses équipes vont rechercher, mais ça va en être d'autres dont il va être porteur, qui va souhaiter isoler ou pas. En fait, c'est un métier de choix et d'embarras du choix, c'est incroyable. Donc là, on a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de micro-parcelles, un peu plus petites que tout à l'heure, avec des individus très expressifs. Et sur cette micro-parcelle de à peu près 1 mètre carré ou 2, il est venu ici, Christophe, valider que ces populations, ici, sont quand même, vous le voyez, sensibles à la rouille jaune. Et ici, un petit peu plus loin, elles ne le sont pas. Alors que ces populations sont issues des mêmes parents, ce sont des frangins ou des frangines. Et il est venu valider que la sélection de certains enfants n'exprime pas la maladie et d'autres l'expriment. Donc il est venu confirmer dans les faits, dans un contexte de culture et de végétation avec des cycles longs, des semaines et des mois de culture, pour confirmer que ici les enfants sont stables et indemnes de maladie. Donc là on va prendre les véhicules pour rejoindre d'autres essais, parce que ça s'étend quand même sur plusieurs dizaines d'hectares, voire plus. Et voilà. Donc... Ah oui. Et voilà, pour information, là, on a un des blés que je cultive, c'est le Césario. Là, il est en pleine culture ou il est encore en... Donc, chose que je ne savais pas, les terres sur lesquelles RAGT fait son expérimentation, sa recherche, eh bien, appartiennent aux agriculteurs. Ils travaillent ensemble et ici, on a un bout de parcelle juste à côté des essais qui appartiennent aux mêmes agriculteurs. Et là, il va cultiver cette portion de la parcelle en culture de vente. Voilà. Et particularité, ils vont demander à l'agriculteur de ne pas passer de fongicides sur cette culture, car on est tout proche des essais. Et pour pas avoir d'influence sur les essais, ça va être un choix important. Du coup, évidemment, les agriculteurs sont dédommagés. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on a vu juste avant, mais c'est particulier quand même ici. Alors dis-moi. Donc là, on est dans une autre parcelle où on se situe dans le cycle de sélection 2 années après notre sélection de plantes dans les parcelles F2. Donc, qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc là, on travaille sur à peu près 1 mètre de long. Et donc, sur ce 1 mètre de long et cette largeur de semis, Christophe me dit qu'il y a un épi semé. Et tu vas l'analyser aujourd'hui.
et on a vraiment restreint le nombre, hein. On est passé sur des facteurs de... Oui, on est 1 millier de fois moins que dans les parcelles juste à côté. On a vraiment restreint l'observation et puis isolé ce qui nous intéresse. Et vous voyez que c'est pas notifié au sol, hein, les parcelles. Tout ce quadrillage va être informatisé et il va directement savoir, avec un système de damier, où se situe quoi. Et tu les avais peints, hein, les rouges, celles-là. Tu as mis un petit bout de peinture. C'est pour nous pour savoir la précocité des variétés. La ligne a été peinte en rouge pour nous signaler que c'est une variété très précoce, donc pas forcément bien adaptée pour le nord de la France ou même cette région. Donc si elle est sélectionnée, elle sera plus dédiée pour la région sud-France, voire l'Espagne ou l'Italie. Et inversement, on a des lignes qui sont identifiées en bleu. Sur la ferme, je choisis des variétés qui sont précoces, qui arrivent à pied, qui arrivent à mûrir assez tôt dans la saison, parce que j'ai quand même un sec qui s'installe sur le mois de juin. On commence tout de suite à être dans le sec. Donc si je mettais des variétés tardives ici en bleu, eh bien le blé arriverait à maturité à un moment où il n'y a plus d'eau et je ne serais pas productif. Cette ligne-là est tout de suite plus belle avec des beaux, là il est dodu. Ouais. Voilà. Donc il y a des différences quand même entre les lignes, hein, au niveau du type d'épi. Par exemple celle-là aussi, on voit très bien quand on regarde ce type d'épi. C'est quand même un bel épi, bien formé, long. Ça laisse présager un facteur rendement intéressant. Voilà. C'est vrai qu'à ce stade-là, on est quand même 5-6 ans après les premières phases de sélection et de test. Donc on est très longtemps, hein. En termes de temps, il s'est déjà écoulé beaucoup d'années. Encore jusqu'à ce stade, le facteur rendement, productivité, est encore difficile à évaluer. Et ce sera la tâche à partir de maintenant et pour les quelques années devant nous, la tâche à évaluer. Avant de pouvoir caractériser un rendement, il faut évidemment homogénéiser les individus, être certain que c'est stable dans le temps. Cette ligne-là, vous voyez, on est à peu près certain. À partir de là, on va pouvoir isoler la ligne, qu'ils appellent, sur 1 mètre de long, la multiplier, et sur une surface de quelques mètres carrés, une dizaine de mètres carrés, on va pouvoir identifier et caractériser en termes de rendement la variété. Donc là, on est dans d'autres micro-parcelles un petit peu plus grandes, où on va avoir 1,50 m de largeur sur 6 mètres. Et puis là, c'est vrai qu'on va commencer à palper le côté rendement de ces variétés stabilisées. Et il y en a plusieurs milliers, c'est impressionnant. Impressionnant. On voit les différences, hein. Ouais, il y a des différences de hauteur, il y a des blés barbus, pas barbus, des couleurs. Donc là se tient quelques-unes des futures variétés, mais on ne sait pas encore lesquelles. Donc c'est vrai que même à ce stade-là, il y a encore des révélations de maladies, hein, c'est ça, Tout à fait. et donc ça laisse présager que celle-là, on va certainement l'écarter. Ou tu chercheras à confirmer la maladie sur d'autres essais, ou dès cette génération, tu... Effectivement, on est dans une variété qui est plutôt assez sensible à la rouge jaune, donc forcément elle va être écartée. Donc là, au milieu de toutes ces futures potentielles variétés, Christophe va les comparer à ce que l'on appelle des témoins, des variétés bien inscrites, dont le Césario et puis bien d'autres, même des variétés qui peuvent être de leurs confrères, pour voir et les comparer. Le but, c'est évidemment que celle que l'on crée soit plus performante, meilleure et se comporte mieux. Et ce qui est essentiel aussi à savoir, c'est que pour déposer, inscrire une nouvelle variété et la commercialiser derrière, il faut vraiment qu'elle soit unique. Il faut qu'elle apporte des caractéristiques meilleures, intéressantes, mais aussi qu'elle se détache bien de ce qui se fait déjà. Il faut qu'elle apporte un plus. Et là on a une variété Chevignon, une variété inscrite, hein, aussi, et qui est connue donc tardive, et ça se distingue bien. C'est que vous voyez, les épis ils sont encore proches des feuilles, la dernière feuille. Il n'est pas totalement étendu. Donc il mûrit un petit peu plus vite. C'est une variété pas mal installée dans le nord de la France. Vous voyez qu'à côté c'est complètement différent. L'épi est beaucoup plus isolé. Et ça, c'est un blé qu'il n'y aura pas sur la ferme. Après tout ce travail de sélection, il y a une grande étape d'inscription. Ça va être 2-3 années, hein, c'est ça? 3.
Ça va être une période de 2 années où bien la variété sélectionnée va devoir faire quand même ses preuves en comparaison à ce qui existe déjà. Et par exemple, pour un blé panifiable supérieur, il faut qu'en termes de rendement et en comparaison avec ce qui existe déjà, le blé fasse légèrement mieux, c'est-à-dire 102%, donc 2% de plus par rapport à une base existante. Et la variété, il faut qu'elle fasse également mieux sur d'autres aspects. Après, il y a un système de bonus, de malus par rapport au comportement envers les maladies. On va avoir des notations. Il faut que globalement, la variété, comme je vous le disais tout à l'heure, apporte quelque chose. Merci Christophe, merci Sébastien pour votre accueil, votre ouverture d'esprit et votre ouverture à expliquer vos métiers. Vous êtes des grands passionnés, ça on l'a bien saisi. Et c'est important d'avoir des gens passionnés, comme je viens de le dire. Merci à vous deux. Ben merci David, c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Sincèrement, on a pris beaucoup de plaisir, on n'est pas du tout habitué à cet exercice-là et c'était vraiment un plaisir de partager avec toi notre métier, notre passion, quoi. Donc vous en êtes très bien sortis, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon voilà, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur la sélection, la recherche variétale pour toujours rendre meilleures les variétés d'aujourd'hui et de demain en s'appuyant sur les avantages et les caractéristiques de celles qui ont été cultivées dans le passé. Aujourd'hui, on a parlé du blé, mais il faut savoir que la société travaille sur une 30aine d'espèces comme ça, au même rythme, au même engagement, avec un budget recherche important, 15-20%. Des dépenses sont liées à la recherche. Je tiens à préciser que cette vidéo, ce sujet, sont nés de ma propre initiative, de mes propres envies. Ce n'est pas donc une vidéo partenariat. Cette vidéo est pour le coup longue, mais elle pourrait l'être encore plus. Il y a énormément d'autres sujets en rapport avec la sélection, la recherche, tout le travail qui est effectué en amont, en laboratoire, sous serre, les analyses statistiques, les analyses de génome, les marquages. J'espère trouver un jour le temps pour comprendre et vous expliquer tout ça. Merci à vous tous, les équipes de RGT Semences, pour m'avoir accueilli, d'avoir passé cette partie de journée ensemble et de nous avoir expliqué avec sincérité vos métiers. Allez, on se retrouve mardi prochain, 7h30. Salut!